Ce dimanche, la Formule 1 change le seul truc que les fans ne voyaient aucun intérêt à changer, une touchette entre les leaders du championnat contraint les plus éminents savants de notre temps à tirer des similitudes avec les pires heures de l'histoire de Prost, Senna, etc. Une Aston Martin reste coincée derrière une Williams, une Red Bull derrière une Aston Martin et une consigne d'équipe indispensable chez Mercedes traduisent un dirty air plus violent que jamais. Le week-end même où la Formule 1 présente son prototype pour 2022 qui est censé tuer ce même dirty air, qu'est-ce que c'est ironique. Et Charles Leclerc mène toutes les preuves avant de se faire passer dans les derniers tours du jamais vu en Formule 1 depuis le Grand Prix d'Autriche 2019. Ce nouveau format de week-end a permis d'assouvir un de mes fantasmes inavoués que je vais vous confier. Donc voilà, ça reste entre nous, vous allez pas le crier sur internet s'il vous plaît. Mais voilà, j'ai toujours voulu revoir les couronnes de laurier en Formule 1. Est-ce que ça a quand même pas plus de classe qu'un trophée à la tronche d'une marque de bière ou un pneu? Bon ok, le pneu ça peut être cool quand on met 2-3 dans le décor là comme ça. Mais une couronne de laurier quoi, ça pète la classe ça. Après, ce serait encore plus cool si cette couronne de laurier, on la réservait pour celui qui prend la première place en piste, qui la conserve jusqu'au drapeau à damier, et qu'on la donne pas à celui qui prend la tête en piste, qui la conserve jusqu'au drapeau à damier, mais que c'est pas la course. Mais sincèrement, pour cette première qualification sprint, la seule chose que je peux dire, c'est... c'était marrant hein, pendant 5-6 tours, mais ça sert à quoi ? On peut garder le truc, il y a des fans qui ont l'air contents, moi je m'en fous un peu, mais l'avis général est relativement positif, ça pète pas 3 pattes à un canard, mais l'avis général est assez positif, donc voilà, mais le truc c'est qu'on envisage peut-être de le modifier, évidemment c'est un prototype. Mais voilà, je vois pas l'intérêt de cette séance parce que les seuls qui en ont vraiment profité pour moi, c'est les pilotes, les médias, les fans sur place, parce qu'eux, ils se sont amusés. Voilà, Leclerc, il disait « Ah, c'est trop cool, d'habitude, je m'ennuie le vendredi. » Bah ouais, parce que les pilotes, le vendredi, ils font que tourner. Voilà, ils apprennent un petit peu, mais au final, ils font leur boulot, ils s'ennuient un petit peu. Là, il y a eu de la course, il y a eu de l'enjeu, tout ça. Les médias, forcément, ils suivent d'encore plus près. Chaque information qu'ils vont récupérer va avoir de l'importance, donc va avoir plus d'impact. Et puis les fans, ils ont plus d'action en piste, ceux qui sont sur place. Mais moi, je suis venu, j'ai allumé ma télé pendant 30 minutes et je suis reparti. Je suis un passionné de Formule 1. On dirait pas comme ça, mais en vrai, je le suis. Moi, je suis con parce que... Bref. Mais je suis aussi passionné d'autres choses, et c'est l'absurde. J'adore l'absurde. Et quand il est question de qualification sprint, là, c'est un festival pour moi, parce qu'on interdit aux médias et aux promoteurs de parler de course sprint, alors que cette blague du samedi après-midi, ça n'a rien d'une qualif. On pourra débattre de savoir si... Voilà, on peut conserver le format, tout ça, mais appeler ça une pré-course, une mini-course, un sprint. Race is obviously, we've got the sprint qualifying is officially called. Is it sprint qualifying or not a sprint race, it's sprint qualifying, of which is a race. So a bit more emphasis onto that. Now, can you not use the word race, please? We've been told not to use the word race. Yeah. It's a race, but it's not a race. Je sais pas pour vous, mais à titre personnel, j'ai bien plus apprécié la qualification du vendredi, même si j'ai pas pu voir le début parce que le vendredi je peux pas. Mais cette mini-course, c'était bien, mais je trouve ça moins intense qu'une séance de qualification habituelle, parce que la lutte pour la pole position était merveilleuse, et le chrono que Hamilton il a pondu, il avait l'air incroyable, donc... Voilà, c'était beau, et soyons un petit peu honnêtes, je pense que si Alonso, Raikkonen, Sainz, ils n'avaient pas fait le pestacle samedi, la lutte pour la première place, elle a été terminée au premier virage, enfin presque, parce que Hamilton et Verstappen sont battus quelques virages, mais ça s'est à peu près terminé là, quoi, donc les luttes qui restaient, c'était pour la 7e, 12e place, et... En tant que fan, en général, on préfère voir des luttes pour la première place que pour la P12. Donc je sais pas, à titre personnel, j'ai trouvé que cette séance de qualification habituelle
je l'ai toujours préféré à ce qui s'est passé le samedi, et tu me l'auras enlevé du week-end, ce qui s'est passé le samedi, à part Alonso qui m'en met plein la mirette et Pérez qui se fout dehors, je sais pas trop quoi en retenir, donc voilà. Je dois avouer que si, quand même, le seul truc qu'on peut vraiment tirer de ce samedi, c'était les dépassements, parce qu'il y en a eu 2-3, parce que le dimanche... c'était pas ouf, les dépassements. Mais bon, ça c'est le Dirty Air, c'est comme ça, et prions les dieux de la course automobile que ça ira mieux l'an prochain. L'an prochain, c'est déjà loin, même si c'est bientôt. Sans grande concurrence apparente, Lewis, 7e du nom, a fait tout ce qu'il fallait pour surmonter ses 10 secondes de pénalité pour remonter vers le succès avec un rythme diaboliquement impressionnant, en partie aidé par le drapeau rouge en début de course pour réparer sa voiture, sans quoi, d'après Mercedes, il aurait abandonné. Imaginez une course sans Verstappen et Hamilton pour la victoire, c'est... Bon, on en a eu une, mais c'était pas pareil. C'était dans les 2 derniers tours. Mais je pense à Bakou, mais vous imaginez, t'enlèves 2 pilotes et tout de suite, ça t'ouvre un panel de... Voilà, c'est qui va gagner, quoi. Valtteri Bottas continue sur sa lancée en manœuvrant un de ses magnifiques dépassements sur Norris, un de ceux dont il a le secret pour ramener une 3e place importante à Mercedes, et nul doute que si les circonstances étaient retournées contre Leclerc, il aurait même pu terminer 2e, ce qui serait un beau résultat, il serait ramené un doublé à Mercedes, et si Hamilton il avait eu 10 secondes en plus des 10 secondes qu'il a déjà eu, la victoire lui tendait les bras. J'essaye d'être positif, tout le monde lui tombe dessus sur Bottas cette année, je sais pas ce qui se passe, d'habitude c'est juste moi. Donc j'essaye de le défendre un peu. 2 départs ce dimanche et une place de perdu à chaque fois, face à Leclerc puis face à Norris. Pour Bottas, je vais pas entièrement lui tomber dessus sur les départs parce qu'on a vu que ce côté gauche de la piste, tout droit en fonction du sens dans lequel t'es tourné, mais celui des places impaires, 1, 3, 5, 7, tout ça, c'était pas le meilleur côté. On a vu notamment Hamilton le samedi, puis Verstappen le dimanche galérer un petit peu de partir de ce côté. Je sais pas si c'est lié à une pure coïncidence ou s'il y avait vraiment un truc de ce côté de la piste, mais ça a pas mal patiné au départ. Bref, pour continuer, j'ai envie de dire que c'est une constance chez Leclerc, mais je me pose toujours la question... Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que ce mec fait un énorme résultat, on se dit « Ah, c'est dommage, il méritait mieux ». Ramener une Ferrari sur un podium cette année, ça relève pas autant du miracle que l'année dernière, mais il faut quand même passer outre les McLaren et Red Bull, même si Red Bull a pas mal aidé Leclerc sur ce coup-là. Mais grâce au Red Bull et aussi à Bottas, qui a fait tout ce qu'il pouvait pour ne jamais être une menace pour Leclerc, nous concluons le 10e Grand Prix de l'année sans le moindre doublé, et ça c'est beau parce que on n'en veut plus des doublés, quoi. Enfin, on bouffe que de ça depuis 2014, presque. Donc, voilà. 10 courses sans doublé, je le vis très bien. Je sais pas pour toi. Bon, ok, d'accord. Sauf si, là, c'est un doublé Ferrari ou McLaren, c'est pas pareil. Ou Aston Martin, ou Alpine, ou Alpha Tauri, ou Alfa Romeo, ou Williams... c'était une belle démonstration de Carlos Sainz remontant de loin après avoir été victime d'une touchette lors de la qualification. Il a pu dépasser moult concurrents pour réussir à se qualifier 10e. Je m'y ferai jamais. Et conclure la course en 6e place. Il est resté bloqué derrière Ricciardo pas mal de temps. Il a jamais réussi à le passer en piste. Il aurait pu tenter un bel overcut s'il n'avait pas été victime une énième fois d'un problème au stand. Chez Sainz, c'est toujours pour Sainz les problèmes au stand, que ce soit chez Ferrari ou chez McLaren. Mais les 2 Ferrari avaient un rythme impressionnant et en médium, elles étaient les plus rapides en piste, réminiscent du Grand Prix de Styrie, encore une fois, et elles ont même mené la course toutes les 2 pendant la phase des arrêts au stand. Mais le rythme en pneus durs était cependant insuffisant face à Hamilton, qui reprenait, il lui reprenait une seconde au tour, on s'est dit, ça va... Hamilton traçait avec les pneus durs. Mais ça aurait été vraiment incroyable pour Leclerc de ramener un succès à Ferrari en ce 70e anniversaire de leur première victoire sur ce même tracé. Mais bon, il reste du chemin à faire pour combler l'écart pour gagner à la régulière. Comme disait un philosophe, plutôt que de voir une victoire perdue, il faut voir une seconde place de gagner pour Ferrari et Leclerc.
Mais voilà, si j'ai pu soulever ces derniers temps toutes les vilaines sottises de Leclerc, il a rappelé ce dimanche qu'il savait mener un Grand Prix, tenir un énorme rythme pendant toute la course, gérer ses gommes, et en plus, il s'est même permis de montrer au monde comment éviter de se faire mettre dehors lors d'un duel roue contre roue à Copse. Voilà, c'est pas compliqué, il n'y a qu'à regarder les replays, il s'est mis lui-même dehors. Comme ça, tu vois, il a évité que... Enfin, t'as compris, quoi. Il a évité de recréer l'accident Grosjean-Sainz de 2018. McLaren sauve les meubles avec leur meilleur résultat de groupe dans un Grand Prix assez ennuyant pour Norris, je pense. Un podium semblait envisageable avant un autre problème au stand qui lui a coûté la place face à Bottas. Et si Lando n'était pas en grande forme dans sa tête suite à cette agression dont il a été victime après un match de volleyball, je crois, un truc comme ça, il peut retrouver la confiance dans un week-end fort pour l'équipe, donc tout en continuant de tenir Ricciardo à distance, même si c'était probablement son meilleur week-end en orange à Danny Ric. D'ailleurs, c'est sa meilleure position à l'arrivée de cette année, donc c'est probablement le meilleur résultat de groupe de l'équipe. Donc il a fait un beau boulot pour conserver Sainz derrière lui, qui semblait plus rapide, mais voilà, toujours un petit peu trop loin de Norris quand même. Bon allez, c'est le moment où je vais recommencer à faire des confidences, voilà, ça y est, Formule Blabla, c'est devenu une chaîne de vlog ou je sais pas quel truc à la con. Quand on me demande, voilà, je me confie à toi Internet, quand on me demande, je dis toujours que je me positionne en tant que fan neutre qui aime plus ou moins n'importe quel challenger, tu vois, tant qu'il gagne pas trop souvent, ça me va. Un peu... Voilà, j'aime bien, tu vois, ce bon pilote qui est dans la mauvaise voiture, ou le Rosberg, si tu veux, celui qui est dans la bonne voiture, mais qui est un petit peu moins bon que l'autre, mais qui arrive quand même à produire des miracles de temps en temps, celui qui te dégage cette hargne que seuls quelques rares pilotes sont capables de dégager. Mais depuis 2021, et puis surtout depuis 2-3 courses, voilà, je dois revenir sur mes propos parce que avec le retour d'un Fernando Alonso qui a très souvent incarné ce rôle de ce pilote dans la mauvaise voiture et qui osait me faire rêver quand il fallait enterrer l'ère de domination de Schumacher dans ma jeune adolescence, ben la nostalgie vient me frapper telle une Mercedes un peu trop insistante à Copse lorsque je vois qu'il continue de produire un pilotage qui transcende ce qu'on a l'habitude de voir en Formule 1. Et je dis pas, hein, on a vu des Verstappen, Hamilton, Rosberg, Webber, Massa, Raikkonen et d'autres démontrer cette compatibilité qui dépasse l'entendement en piste. Mais pour moi, Alonso, c'est 20 ans de combats insensés en piste et qui finissent toujours bien. En tout cas, de mémoire, j'ai pas de mémoire de lutte roue contre roue avec Alonso qui finissent mal. Et je pense pas être pourtant particulièrement fan de Nando Alonso, dans le sens où j'ai pas spécialement envie de le voir mieux faire qu'un autre, mais quand il s'agit de contempler ce qu'il produit en piste, voilà, je dois avouer que je suis un petit peu subjugué par sa ténacité, même si elle paraît un petit peu désespérée des fois, mais quand tu vois que ces défenses qui semblaient désespérées face à Norris et Ricciardo, et que c'est même Norris et Ricciardo lui ont loué des compliments en conférence de presse juste après, disant qu'il a été dur mais correct, bah ça en dit long sur le personnage et que mon avis n'est pas totalement biaisé si même les pilotes eux-mêmes disent qu'il s'est très bien défendu. En course, la course du dimanche, pour le coup là, c'était beaucoup plus calme pour Alonso qui aura tenu tout un gros petit train pendant tout le Grand Prix pratiquement pour terminer 7ème et Esteban Ocon 9ème qui ramène une double entrée dans les points pour Alpine, ça faisait un petit moment, et surtout, enfin, un week-end serein après ce changement de châssis et de multiples éléments sur la voiture pour Ocon. Alors, quant à savoir si les changements qui ont été faits spécialement pour lui ce week-end ont eu un effet placebo ou si c'était juste vraiment des micro-problèmes qui avaient un énorme impact, c'est impossible de le dire, mais c'est depuis l'Autriche qu'il le déplorait. La Styrie, exactement, je crois, Styrie-Autriche, entre la séance d'essai libre du vendredi et du samedi, la voiture avait l'air complètement différente, disait-il. Donc,
Si ce problème est résolu, en première instance, ça a l'air d'aller mieux en tout cas. Surtout que sa course aurait pu se finir très tôt suite à un contact au départ avec Vettel, parce qu'il avait fait un excellent envol. Ocon, malheureusement, sur ce circuit, voilà, il y avait Alonso à sa gauche, Vettel s'est rabattu à droite, il s'est retrouvé un peu en sandwich, mais il a pu profiter du drapeau rouge pour entrer et réparer tout ça. J'aurais envie de lui mettre une bonne note, vraiment, à Ocon, si Alonso ne lui avait pas complètement volé la vedette ce week-end en démontrant sa supériorité en course, et si je mettais des notes au pilote. C'est une condition. Allez, je vais lui mettre un do majeur. C'est poétique, un do majeur, c'est beau, c'est plein d'espoir. C'est pour toi, Esteban. Sébastien Vettel, quant à lui, avait réussi une merveilleuse Q3, une belle P8 lors de la qualification sprint, et il se retrouvait 6e au départ après un beau départ. 6e au départ après un beau départ, t'as compris. Et tout ça pour 2-3 tours plus tard partir en tête à queue tout seul comme un grand. Voilà, impossible de remonter dans le peloton. C'était, je dois le dire, assez pathétique. Hélas, parce que il y avait de gros points en jeu et là il s'est retrouvé coincé derrière Latifi toute la course. C'est violent quand même comme rechute, quoi. Donc Aston Martin l'a fait abandonner, certainement pour écourter son calvaire et pour permettre de changer quelques pièces, tout ça. Enfin, tu connais les bails. Lance Stroll, de son côté, c'est tout l'inverse. Qualification difficile, apparemment aussi à cause d'un manque de roulage en essai libre 1, mais une belle remontée en qualification sprint et une 8e place finale importante dans un week-end où AlphaTauri n'a pas trop réussi à capitaliser. C'est vrai que Stroll, on l'avait un petit peu oublié depuis ces derniers temps où il a arrêté d'être une brêle totale en qualif, mais c'était un petit peu sa spécialité, les remontées au départ à Stroll. Donc on l'a un petit peu revu ce week-end, et après moult déboires dont il n'était pas toujours responsable, même si des fois il l'était, mais pas toujours, il revient en forme depuis l'Autriche et il confirme son bon début de saison. Donc le petit Lance, on dirait pas comme ça, mais sur le papier, en termes de points, il est derrière Vettel, mais sur le papier, si on regarde l'ensemble des courses, il est pas du tout ridicule. Donc c'est vraiment bien de le voir continuer un petit peu sur sa bonne lancée de 2020. Gasly, de son côté, c'était une course éprouvante, coincée dans le peloton, mais pourtant à une belle 9e position. Mais à cause d'une crevaison en fin de course, c'est Tsunoda qui ramène un point d'honneur en 10e position. Voilà, les AlphaTauri, elles galéraient dans les virages rapides, dans les lignes droites, tout ça. Donc, ramener un petit point, c'est un petit peu de positif. Et surtout, le positif chez AlphaTauri, pour moi, c'est ce Tsunoda, justement, qui a fait une belle course. Il était en difficulté dans ce format un petit peu court, manquant de préparation. Il s'est retrouvé vite bloqué en Q1. Mais il a réalisé une bien belle remontée. Et voilà, 10e. Alors, il a profité de Gasly qui a un problème, de Perez qui s'arrête dans les derniers tours, de tout un tas de trucs. Mais pour moi, ça restait quand même une de ses courses les plus matures de l'année. Donc bravo Yuki Tsunoda, continue sur cette voie. Et pour changer chez les Alfa Romeo, je vais dire que ce format de week-end m'a conforté dans un avis que je nourris un petit peu depuis le début de saison. Et que je gardais un petit peu, mais là, c'est vraiment une forme d'inquiétude qui continue de grandir quant à Antonio Giovinazzi. Il s'est calmé sur ses bêtises en course, il s'est amélioré en qualif, il a un net avantage face à Raikkonen, et il a de nouveau surqualifié Raikkonen ce week-end, enfin le vendredi du coup, mais la réalité, c'est que Papy Kimi lui a collé une rouste dans les deux courses. Alors ok, une rouste, c'est un peu fort le terme, mais t'as compris l'idée. Kimi est pour moi le héros de l'ombre de la course du samedi parce que, après Alonso, il fait partie de ceux qui ont le mieux profité de cette séance pour remonter des places. Et le dimanche, les deux Alfa Romeo ont pris un bon envol, qui plus est pour pointer dans les points. Giovinazzi, malheureusement, il a eu du mal à suivre le petit train. Ils ont tenté quelque chose avec leur stratégie qui n'a pas trop marché, alors que Raikkonen, lui, il a bien tenu le rythme, tout ça. Et si ce n'était pas pour un Sergio Pérez sauvage en fin de Grand Prix et une crevaison, il y avait certainement un point en jeu. Alors, et le truc, c'est j'ai du mal à me placer avec les Alfa Romeo. Je sais pas si
si c'est un miracle d'avoir été dans ces positions ou si la voiture était vraiment là. Je m'explique. Raikkonen semble souffrir dans cette voiture depuis le début de l'année. Il manque de constance, de confiance parfois. On l'a vu faire des erreurs un petit peu bêtes cette année, j'ose dire. Et en face de lui, Giovinazzi, c'est pas toujours le plus convaincant sur les longs relèves. Donc j'ai du mal à savoir où est la référence dans l'équipe. Si tu vois ce que je veux dire, c'est est-ce que les deux arrivent à tirer le maximum de la voiture ? Ou alors, est-ce qu'un pilote qui serait plus à l'aise dans la voiture, qui aurait, oserais-je dire, plus de capacité, arriverait à en tirer plus ? Je sais pas. Alors calme-toi, fanboy de Raikkonen ou de Giovinazzi. Je dis pas qu'ils sont nuls, je dis juste qu'il y en a un des deux qui... On sait plus trop où il en est vraiment depuis quelques années. Chez Ferrari, c'était toujours un petit peu flou. Chez Alfa Romeo, il a fait de belles choses, mais on sait pas trop. Et de son côté, Giovinazzi, on n'a jamais vraiment su où il se calait par rapport vraiment à Raikkonen. Parce que le partenariat Alfa Romeo et Sauber a été prolongé pour plusieurs années, ce qui est une bonne nouvelle, parce que si Alfa Romeo arrête Sauber, je ne sais pas s'ils auraient les moyens de continuer, et encore moins de s'améliorer. Donc, ce partenariat implique qu'au moins un des deux baquets de l'équipe est réservé à un junior de Ferrari, et reste à voir si la Scuderia voudra promouvoir Callum Ilott, qui, pour je ne sais quelle raison, ils n'ont pas laissé en Formule 2 cette année pour se battre pour le titre, et ils l'ont gardé pour passer le balai dans le simulateur à Maranello cette année. Donc reste à voir s'ils voudront le promouvoir chez Alfa Romeo en 2022, ou s'ils vont continuer de laisser mijoter le jeune Italien de 28 ans pour l'année prochaine. Ou alors, l'autre option serait que... Est-ce que Alfa Romeo voudrait quand même conserver Giovinazzi à leur charge, ou alors ils préféreraient garder Raikkonen, chercher un autre pilote ? Allons savoir. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que Vasseur, même lui, il sait pas trop où l'équipe va se diriger, donc je pense que les deux positions pourraient se retrouver en danger, et s'ils continuent un coup l'un, un coup l'autre, à pas être vraiment convaincants course après course, bah peut-être que les deux pourraient sauter, tu vois, un peu comme Buemi Alguersuari chez Toro Rosso en 2011, ou tels les Highlanders, peut-être qu'il n'en restera qu'un à la fin. Pour une raison que j'ignore totalement, Nicolas Latifi continue d'avoir l'immunité générale en continuant à traîner à genre 5-6 dixièmes de son équipier en qualif. Alors je suis d'accord pour qu'on discute de tout le bien qu'on peut penser de Russell, et quand même 5-6 dixièmes, je rappelle, depuis 2020, on est sur quoi là ? On est sur un 26-0 entre Latifi et Russell. C'est une rouste. Son rythme en course semble pas autant déplorable à Latifi, mais je sais pas s'il y a vraiment quelque chose de brillant non plus. Au moins, il termine 14e, ce qui lui permet de repasser Mazepin au championnat pour la 19e place. On voit le positif où il peut y en avoir. Et Russell, je trouve désespérant, encore une fois, de le voir se mettre en Q3. Je dis que c'est désespérant parce que tu te dis, mais... Qu'est-ce qu'elle vaut vraiment, cette Williams, en fait ? Est-ce que c'est lui qui la surpilote tellement ? Est-ce que, de l'autre côté, c'est son équipier qui a 6-7 dixièmes qui l'attire en arrière ? Parce que, voilà, c'est assez conséquent, l'écart entre les deux. Mais, de manière générale, qu'est-ce qu'ils font en Q3, Russell ? 3e fois consécutive. Mais bon, oserais-je dire que c'est une habitude ? Non, je serais méchant, voyons. Mais presque. Parce qu'il a un petit peu tout gâché avec une petite erreur en qualification sprint, qui a été jugée d'une manière que je peux trouver sévère, 3 places sur la grille, mais que je comprends néanmoins. Je dis que je l'estime sévère, pas comme François, j'adore faire de l'humour, même si je suis pas drôle. Je dis sévère parce que il a bloqué ses roues et a percuté Sainz. Factuellement, ça mérite une pénalité. Mais sur le papier, dans les faits, il a bloqué ses roues avant que Sainz ne se déporte à l'extérieur. Donc, à partir de là, il pouvait difficilement l'éviter, si tu vois ce que je veux dire. En plus, c'était le départ, mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Georgette, c'est comme ça. Et c'est frustrant parce que le dimanche, il a de nouveau fait un départ pas brillant, mais il termine malgré tout 12e le dimanche. Donc, on dira que c'est mieux que rien.
Et je crois me souvenir que c'était ici même, l'an dernier, que Nikita Mazepin avait gagné son premier Grand Prix en Formule 2. Et j'oserais dire que c'est là qu'il a vraiment fait son premier week-end correct en Formule 1, seulement à 3 dixièmes de Schumacher. Oui, c'est pas brillant, mais à 3 dixièmes de Schumacher, ça fait une demi-seconde de mieux qu'habituellement, quoi. En qualification sprint, il a tout de même percuté son équipier au virage 3. Je pense que Steiner, il a eu des flashbacks de 2018. Mais en course, il a tenu bon. Et il a même réussi un brillant dépassement sur Schumacher en piste, en pleine course. Schumacher, il n'a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Il a dû penser qu'il prenait un tour à son équipier, alors que non, il était derrière lui toute la course. Et du côté de Junior, du coup, de Schumi Junior, je sais pas, c'est vide, quoi. Les As, elles sont toutes seules dans leur coin. La seule chose que je peux dire, c'est je crois pas qu'il ait fait d'erreur et c'est la première fois de l'année qu'il se bat par son équipier à la régulière. Peut-être que ça pourrait épicer les choses dans le fond de gris si les deux restent au même niveau pour le reste de la saison. Mais bon, j'y crois pas des masses. Et on va conclure avec les gros perdants du jour. Red Bull qui ramène tout juste 3 petits points grâce à la pole de Verstappen. Pérez était impatient de revenir enfin à Silverstone après avoir raté la manche l'an dernier. Non, pas cette manche. Mais depuis le début de saison, les week-ends de Checo sont assez similaires d'une manière plutôt inquiétante. Ça commence mal le vendredi, ça s'améliore au fur et à mesure des séances. Mais avec ce nouveau format de week-end, il n'a pas eu l'occasion d'observer cette progression. Et s'il a avoué après le Grand Prix de France qu'il lui faudra encore 5-6 courses pour bien comprendre cette Red Bull qui s'avère aussi compliquée que ce qu'on pouvait le craindre depuis quelques années, j'ai peur d'observer un phénomène d'albonisation de Pérez qui commençait pas mal du tout, mais qui s'effondre, j'ai l'impression, depuis 3 Grands Prix. J'oserais dire que sur 10 courses, il y en a 5 bonnes et 5 mauvaises. Tu vois, dans les bonnes, je mettrais genre Bahreïn, le Portugal, Monaco, l'Azerbaïdjan, la France. Et dans les autres, t'aurais le Imola, qui était pas terrible, même si, bon, pour le coup, il pleuvait, c'était piégeur. Et il était en position de ramener un doublé avant de commettre cette erreur en fin de course. T'as eu l'Espagne, où il était perdu dans le peloton un peu tout le week-end, et puis t'as eu ces 2 manches en Autriche, et là où c'était un désastre, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il a jamais été aussi loin de Verstappen de toute l'année. Donc voilà, ces dernières années, Pérez s'est toujours un peu réveillé sur la seconde moitié de saison, donc espérons pour lui que le futur break estival lui sera aussi bénéfique que ça l'a été jadis. Et pour conclure avec Maximus Verstappenicius, c'était une belle pole position, 1 seconde 6 devant Hamilton, c'est beaucoup, surtout sur un circuit où les flèches d'argent noires, du coup, parce qu'elles sont plus vraiment en argent, semblait avoir repris un petit avantage grâce à ce nouveau package qui a été ramené pour ce week-end. Hélas, sa course s'est terminée assez rapidement suite à cette touchette avec Hamilton. Mais voyons le positif, il sera indemne et sera très vite remis sur pied, si ce n'est pas déjà fait. Les pilotes de Formule 1 et encore moins Maximus sont loin d'être douillets. Mais je veux pas minimiser non plus la violence de l'impact. On a l'habitude de voir des gros cartons en F1, et après, à première vue, il y avait peut-être pas tant matière de paniquer, mais quand même, c'est un choc enregistré à 51 G, avec la voiture qui frappe latéralement. Je rappelle que la cellule de survie, elle est autour du pilote, et quand ça tape derrière ou sur un côté, c'est pas là où ça encaisse le mieux. Donc on comprend qu'il était sonné, qu'il a eu tous ses examens pour vérifier qu'il n'y ait pas de traumatisme crânien ou je ne sais quoi. Je suis en train de me faire un semblant de réflexion qui pourrait presque paraître sensationnaliste, mais c'est vrai que ce week-end, on commémorait les quoi, bordel. Oh, ça fait 8 ans de la disparition de Jules Bianchi. Purée, c'est si vieux que ça.
Donc ça aurait été... bon, je dis pas, mais avoir ce genre d'incident, ça rappelle toujours un petit peu les... Enfin, moi en tout cas, ça me renvoie toujours à ces choses. Tous ceux qui ont fait beaucoup pour la sécurité. J'ai en tête Jackie Stewart qui a dû sauter devant sa télé en voyant ça, en disant « De mon temps, on n'aurait jamais fait ça. On se laissait la place. Nous, on savait se battre en piste sans se rentrer dedans. » Je l'imagine un peu comme ça. Ah, pauvre Jackie. Je vois même pas l'intérêt de discuter de la touchette entre Maximus et Lewis pour 2 bonnes raisons. La première, c'est soit tu as un avis tranché sur la question et que quoi que je puisse argumenter avec autant d'efficacité, tel un Socrate sur la place publique, tu continueras de défendre avec toute la colère qui t'anime que Verstappen est un tocard qui n'a que ce qu'il mérite, qu'il avait qu'à laisser plus de place, ou alors encore que Hamilton est un tricheur en puissance, tel le digne septuple champion du monde qu'il est, et j'ai nulle intention de satisfaire ce désir vicieux qui réside chez certains d'entre vous. Je vous vois, bande de mécréants. Et la seconde raison, c'est que les plus impartiaux d'entre vous ont déjà entendu l'avis des commissaires de course et de pléthore de drivers et de pilotes, mais qu'est-ce qui m'arrive, pardon, de pilotes et d'ex-pilotes qui ressortent à peu près tous le même consensus, à savoir, ceux qu'ils disent, bête incident de course dans un virage peu propice au dépassement, avec 2 voitures aux performances égales, pilotées par 2 pilotes qui ont en tête la plus prestigieuse des récompenses, et que si un blâme devait être donné, il reviendrait plus sur Hamilton parce que il serait jugé un peu trop en retrait par rapport à Verstappen au moment du contact et accusé de ne pas avoir suffisamment pris la corde. On pourrait à la limite caser une petite moto entre Verstappen et la bordure, donc apparemment ça aurait laissé peu d'options à Verstappen dans ce virage si rapide. Donc voilà le consensus général des vrais professionnels qu'il y a derrière cela. Et au final, un petit peu, ça me renvoie presque au cas du Grand Prix du Canada 2019, l'incident Vettel-Hamilton, où au final, je me disais, je veux même pas me forcer à dire quelque chose sur le coup, parce que j'estime qu'il y a des personnes plus compétentes que moi qui vont ériger un avis là-dessus, des personnes qui comprennent mieux les choses, et bon, je me dis pour le coup, je suis relativement d'accord. Ensuite, la pénalité, tout ça, j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, on le gardera peut-être pour une autre fois. Et aussi, 3e point, ah non, j'ai dit qu'il y en avait 2. On est encore loin d'une animosité comme on en a connu par le passé, donc je veux pas renforcer un narratif qui n'existe pas, ou pas encore, et je ne commenterai pas les déclarations de Maximus, de Toto, de Horner, parce que voilà, je suis pas Closer, je suis pas Netflix, et je pense qu'on a eu des trucs plus intéressants à discuter ce week-end. Pour ceux qui aiment la lecture, on peut lire dans ce... Oh là là, le jeu de mots, je suis tellement fier de moi. Si on aime la lecture, on peut lire un Hamilton et un Verstappen qui savaient pertinemment que la course allait se gagner sur la piste, à la position en piste, et donc au départ, tant il était impossible de se suivre et de se dépasser à performance similaire, un Hamilton qui voulait refaire son retard au championnat, un Verstappen qui refuse de plier, un Hamilton qui avait vu que le samedi ça passait pas à l'extérieur, alors le dimanche il a tenté à l'intérieur. Un duel de fierté, d'orgueil, bref, un duel entre 2 grands pilotes, et c'est ce qu'on aime. Et ouais, c'est bon, ferme-la, si t'aimes pas cette expression, je vais dire juste pour toi, un grand pilote et un morveux prétentieux, ou alors une star exceptionnelle du futur, et un gros melon qui gagne juste grâce à sa voiture, et voilà, dis-le comme tu veux. Moi, je dis que c'est de grands pilotes, et si tu veux le dire autrement, tu le dis autrement, mais t'as compris ce que je voulais dire. Voilà, cher homme de paille que je me suis inventé sans raison valable, tu m'as permis de me défouler et tu viens de me gâcher mon plaisir de revivre un Grand Prix intriguant malgré ses conditions déplorables pour les dépassements. Mais j'espère que toi, non pas toi, les autres là, comme toute personne non imaginaire qui m'a écouté déblatérer aussi longtemps, oh la vache, vous saurez trouver satisfaction dans cette formule blabla, sinon je suis désolé que vous soyez dans une situation qui vous oblige à m'écouter sans avoir la possibilité d'arrêter de m'écouter. J'espère que la lecture automatique de YouTube sera indulgente avec vous et que vous ne devrez pas vous taper une de mes vidéos de 58 minutes juste derrière, ce serait vraiment cruel.
Mais bon, merci des messages, de l'écoute, de l'attention, merci Snapchat, merci Silverstone, à vous les studios, bisous.